D'abord, je tiens à dire, même si ce n'est pas dans la conclusion, non seulement mon aspiration, mon admiration, mon amitié, mais mon estime pour le travail de Laurence. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas à créer comme ça des espèces de suspicions. C'est déraisonnable. Et j'allais dire que ça m'avait beaucoup frappé pour avoir travaillé sur la pandémie grippale. J'avais trouvé au départ un peu désinvolte cette formule qui disait une personne qui n'a pas de conflit d'intérêt est une personne sans intérêt. Non, mais ça m'a beaucoup interrogé, vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes engagé dans un domaine, par nature, si vous êtes quelqu'un de terrain, et Laurence nous a dit à quel point elle s'expose sur le terrain, elle s'implique sur le terrain, effectivement, vous risquez d'avoir des interprétations un peu rapides. Dans mon parcours personnel, j'ai eu tellement d'interprétations rapides, et si on doit rester uniquement avec les gens d'une manière sécuritaire, qui n'ont rien à nous dire, et si on ne doit pas prendre aussi le risque de la confrontation avec ceux qui, sur le terrain, transforment notre société, je dis que d'un point de vue académique, d'un point de vue responsabilité politique, comme Laurence et d'autres intervenants ici l'assument, on est hors champ. Voilà. Donc il faut prendre ce risque, y compris d'entendre des critiques comme vous les formulez. Vous avez le droit de les critiquer. Non, non, mais vous pouvez le signaler, mais vous savez que dans notre domaine, maintenant, on déclare nos conflits d'intérêts. On est dans un comité d'éthique où la première chose qui nous a été demandée, c'est de déclarer nos conflits d'intérêts. Et j'allais dire, c'est pas peut-être aux personnes les plus en droit ou en devoir de déclarer leur conflit d'intérêts qu'on le demande. Voilà. Je referme la parenthèse aussi vite fermée. On était content d'ailleurs d'avoir une représentante éminente de la Belgique qui nous a apporté aussi matière à réflexion, notamment tout ce que vous avez dit sur ces transgressions que vous êtes obligés d'admettre dans votre éthique personnelle de professionnel. Croyez bien que c'est au cœur de nos préoccupations. Je dirais donc d'abord merci à celles et à ceux qui ont permis à ce colloque d'être, c'est-à-dire aux gens qui ont participé dans la salle. Sachez que pour nous, c'est un moment très important. C'est le deuxième colloque qu'on organise, j'allais dire, ici, sur ces questions. On avait vu en mai dernier qu'on était au bout, j'allais dire, d'un certain nombre de questions qui ne se formulaient pas. C'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'il y a une intelligence humaine qui, aujourd'hui, défie, d'une certaine façon, ce qu'aurait été une passivité par rapport à l'intelligence artificielle. Et c'est tout à l'honneur de notre société, et aussi bien d'un point de vue démocratique que la société, je dirais, académique, que de s'investir sans pessimisme en disant qu'on peut encore, c'est-à-dire qu'on est encore en pouvoir. Et je dirais que se confronter à ces questions, ça m'a beaucoup frappé, moi qui me suis un peu spécialisé dans les questions de la fin de vie et de la mort. C'est vrai que ça permet de poser des questions qui ne se posaient plus dans une société laïque. C'est des questions métaphysiques. Quand on aborde la fin de vie, les soins palliatifs, c'est dans un contexte qui est un contexte soit médical, mais surtout d'une société qui est sécularisée, la possibilité de reprendre des questions de fond qui n'avaient plus audience. Et on voit à travers, ne serait-ce que les questions des valeurs qui ont été évoquées, comment aujourd'hui on a un devoir de ne pas faire le détour de cette confrontation, même si ça nous expose effectivement à des prises de position qui sont contradictoires. Il nous faut aussi l'intelligence de savoir que d'autres cultures ont aussi à nous éclairer. Et quand on parlait du robot, madame, moi j'ai vu l'expérience Paro. On s'est déplacé dans plusieurs établissements, l'espace éthique, y compris dans la région parisienne à Cachan, dans un EHPAD qui utilisait Paro. Et nous, quand on est arrivé avec un peu notre naïveté, on avait un esprit un peu critique, en disant oui, mais c'est du pseudo, c'est de l'à peu près, c'est du com, alors qu'il vaudrait mieux qu'il y ait plus de temps à consacrer à la relation. Mais quand on a vu comment Paro était implémenté, quel était l'environnement que l'on crée autour de cette implémentation, comment des professionnels se réinvestissaient dans une relation, parce qu'ils avaient cette médiation qui permettait nouveau de rencontrer l'autre et de dialoguer. Enfin, tout ce côté positif, tout à l'heure, Laurence a évoqué Broca, on voit ce qui se fait aussi à Broca au niveau de l'innovation. C'est pas naïf, c'est pas pour dire parce qu'on n'a pas de personnel, c'est inventer de nouvelles médiations et de nouvelles relations à l'autre, notamment lorsqu'il est en incapacité de relation. Et Laurence a évoqué les personnes atteintes de maladies neurocognitives. C'est pour ça d'ailleurs que la dernière personne que l'on a eu le plaisir d'accueillir dans notre team à l'espace éthique est Fabrice Zine, un spécialiste de toutes ces questions, qui a d'ailleurs fait son doctorat de philosophie à Broca. Et je pense que toute cette dimension de sensibilité doit être compatible ou compatibilisée avec cette intelligence scientifique de haut niveau que les unes et les autres déploient au quotidien. Ça, c'était le premier point. Donc on est dans un moment, me semble-t-il, tout à fait extraordinaire. Il ne faut pas qu'on passe à côté, j'allais dire, de cette chance, de cette opportunité, de créer nouveau de la société, de créer de l'intelligence collective, de créer de la motivation, de créer de la volonté de reprendre ce que doit être une société dans ses projets, qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble, de partager ensemble. Donc ne voyons pas ça d'une manière pessimiste
ou fataliste. Et quand tu disais, David, c'est vrai que quand il y a eu l'éruption de ton concept, finalement, de garantie humaine, je t'avais dit à quel point, finalement, si on a besoin maintenant de garantir l'humain dans une relation de soins, il y a déjà quelque chose de l'ordre de la trahison, enfin, je veux dire, c'est-à-dire de renforcer, de surligner. Et je voyais, notamment en imagerie, qu'effectivement, par exemple, quelqu'un évoquait le cancer du sein, c'était toi tout à l'heure. En fin de compte, il y a plusieurs lectures qui sont des lectures complémentaires, des clichés. Et quelqu'un m'a dit à plusieurs reprises que quelquefois, la machine est plus fiable que l'homme, d'une certaine façon. Donc il faut arriver aussi à trouver cette humilité d'un rapport à la machine qui, en complémentarité avec ce que l'homme peut ou ce que l'homme doit, peut nous permettre des avancées tout à fait singulières. Donc il ne faut pas de pessimisme a priori, il faut être constructif. Le dernier point que je voulais dire, j'ai été frappé aussi par tous les intervenants par la diversité des approches. Voilà. Moi, ce qui me semble très intéressant, c'est cette approche pluridisciplinaire. J'observe, mais c'est la même chose en médecine, que les chercheurs les plus pointus dans le domaine de l'IA, tous les cas qu'on fréquente dans la communauté française, je ne parle pas de la communauté internationale en général parce que je ne la connais pas, sont des gens qui se posent des questions éthiques, des questions politiques, et qui se posent peut-être mieux que d'autres parce que c'est eux qui font vivre, j'allais dire, les avancées. Et je trouve que dans la réponse que nous, on apporte à Paris-Saclay, en ayant créé Politis, c'est précisément déjà de reconnaître toute cette réflexion, cette recherche qui se développe sur le terrain et qui est partagée à travers tous les colloques que vous organisez, à travers toutes les structures d'éthique, et qu'il faut maintenant que la société puisse s'approprier. Et ce que je retiens de cette rencontre, d'abord qu'on aura le plaisir d'en faire une synthèse intéressante et que beaucoup auront le plaisir de voir les vidéos grâce au travail de Patrice Dubos d'ici à peu près une dizaine de jours. Ce que je retiens surtout, c'est maintenant notre responsabilité vis-à-vis de la cité. C'est-à-dire comment en faire finalement une affaire que les gens puissent s'approprier. Comment donner de l'intelligibilité à l'intérêt de ne pas être passif et contemplatif par rapport à ce qui nous est vendu comme un bienfait, et qui est probablement à bien des égards un bienfait, mais un bienfait qui doit, à la hauteur de ce bienfait, susciter un esprit critique. Et la vraie question, c'est comment aujourd'hui alimenter cet esprit critique, c'est-à-dire ne pas faire que les gens soient soit dans le pessimisme, c'est-à-dire dans le renoncement, dans le refus, ou d'une certaine forme dans un tolérantisme qui est une acceptation et un abandon. Comment aviver dans ces domaines une espèce de curiosité et une envie de s'investir. Et je pense, mais c'est une approximation peut-être, que les grands des GAFAM, pour les anglo-saxons et puis les Chinois, n'ont pas tellement envie véritablement qu'on réfléchisse trop à ces questions. Et qu'il y a un discours un petit peu qu'on cherche à infuser en disant c'est irrévocable, c'est comme ça que ça sera. Ben, je pense qu'en tant que démocrate, maintenant, on doit défendre une autre position. Et c'est là qu'à travers tout ce que j'ai le plaisir de lire, de ce que vous avez écrit, et puis de ce que vous faites au quotidien au niveau de l'action, j'ai le sentiment qu'on est vraiment dans l'éthique quand on est dans ce type d'engagement. Voilà. Je n'ai pas dit grand-chose. La seule chose, et l'engagement que je prends, c'est que nous allons continuer. Parce que nous avons à la fois du plaisir à discuter, à nous rencontrer, c'est des moments privilégiés. Et puis, on a le sentiment que ce qui se dit ici, ce qui se partage, a besoin aussi d'être diffusé. Donc, vous suivrez dans l'actualité de l'espace éthique. Dans les prochaines semaines, nous aurons quelques initiatives intéressantes. Je termine pour remercier Sébastien Claes. Je ne remercie pas souvent notre homme de la communication. Non, mais non pas de l'animation, mais vous avez applaudi tout à l'heure. Il faut parler de la maison, hein. Donc vous avez applaudi tout à l'heure Léo Coutelec, hein. Il y a d'autres membres de l'équipe qui sont sur d'autres terrains aujourd'hui. Mais Sébastien Claes a élaboré avec Pierre-Emmanuel Brujon un DU, donc on présentera à partir de la rentrée sur le numérique et la santé, hein, puisque c'est plus notre champ de compétences. Vous regarderez que dans quelques jours, Léo Coutelec présentera dans le cadre de ses formations universitaires 2 journées thématiques. Bref, on a d'autres rendez-vous. Et puis le dernier remerciement, c'est la personne que je dois peut-être le plus remercier, c'est toi, Nadia. Si tu n'avais pas une initiative de dire on va réfléchir sur ces questions de l'automation, si tu n'avais pas infusé cette curiosité et nous n'avais pas donné des pistes, on n'aurait pas été de cette envie de réaliser ce colloque. Et on sait qu'il y en aura d'autres. Donc vous pouvez remercier Nadia, elle a été indispensable.
Merci à toutes et à tous. Et rendez-vous, vous verrez, notre périple va continuer.